toutes. Merci de venir participer à cette table ronde dans la suite de la précédente, donc sur la matinée Industrie du futur proposée par la Mêlée numérique. Je m'appelle Adrien Delaporte et c'est un plaisir pour moi en tant que président du Club Justique et partenaire de longue date de la Mêlée numérique d'animer cette table ronde s'intitulant Le futur de l'industrie, nouvelles technologies, productivité et environnement. Pour cette table ronde, ce matin, je serai accompagné de Christian Assier, Marketing Manager UWB chez Corvo, Fantine Winock, chargée d'animation et marketing chez Paddock, Jérémy Pedros, responsable d'activité chez Latesys et vice-président également du cluster Robotics Place, Julien Bugeaud, directeur associé de FRS Occitanie, et Yann Murer, responsable du programme DDMS chez Airbus. Et nous en dirons un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, pour commencer, je vais laisser les paroles à mes participants pour se présenter un petit peu plus en 2 minutes chacun. On peut commencer peut-être, honneur aux dames, peut-être à part vous, Fantine. Bonjour à tous. Comme l'a dit juste avant Adrien, moi c'est Fantine Winock, je suis chargée d'animation et scénarisation pour Paddock. Donc rapidement, je vais vous rappeler ce que c'est Paddock parce qu'effectivement c'est un petit peu tout nouveau et tout le monde n'est pas tout à fait au courant de ce que c'est. Donc en fait c'est une plateforme d'accélération pour l'industrie du futur en Occitanie. Il en existe 7 autres en France, notamment Login, qui était là juste avant, il me semble. Donc Paddock, elle a pour vocation de favoriser le développement technologique et humain des entreprises en leur proposant des solutions complémentaires et pertinentes à leurs besoins. Elle a pour vocation aussi d'être un lieu totem de l'industrie du futur et également de promouvoir cette industrie auprès des jeunes et du grand public. Voilà. Dans la suite, peut-être Julien. Bonjour à tous. Donc Julien Bugeaud, je suis directeur associé de d'FRS Occitanie, qui est une filiale de la maison mère qui est à Paris. Alors nous, notre spécialité, c'est le financement public. Donc en fait, on accompagne tous les types d'entreprises dans leur recherche et leur stratégie pour trouver des fonds publics pour financer leurs projets d'innovation principalement ou également d'investissement. Donc on est une trentaine de collaborateurs, donc basés à Paris, moi sur Toulouse aujourd'hui, Madrid et également Dakar, donc un axe nord-sud. Et on travaille sur 3 thématiques principales, la santé, l'industrie dans laquelle on peut avoir l'agro-industrie, l'agriculture également, et la dernière thématique est transversale aujourd'hui, le numérique bien évidemment, d'où notre présence ici. Voilà, donc on va pouvoir aborder ces sujets-là liés spécifiquement à l'industrie, vu qu'on accompagne des entreprises de ce secteur-là au niveau européen, national et régional, vu qu'il y a un tissu d'aide qui est déployé à tous ces niveaux-là. Et donc, notre mission, c'est vraiment d'identifier les bons dispositifs et ensuite d'effectuer les montages des dossiers pour candidater aux différents guichets de financement. Et ça va jusqu'à la conception, l'organisation de consortiums, donc aller chercher des partenaires, que ce soit des partenaires académiques, des PME, des startups. Donc on couvre ce spectre assez large pour que, au final, les projets soient le mieux financés avec tous les dispositifs, et il y en a beaucoup, tous les dispositifs qu'on peut trouver en Europe au sens large. Voilà, merci. Merci Julien, je laisse la parole à Yann. Bonjour à tous, très honoré d'être aujourd'hui avec vous. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Yann Murer. En fait, je ne suis pas en charge de tout le programme de digitalisation d'Airbus, Dieu m'en préserve. Je m'occupe juste de sa partie industrielle. Donc, on a chez Airbus un programme de transformation digitale qui s'appelle DDMS. Alors, c'est pour Digital Design Manufacturing Service. Conception, production, services digitaux, en français dans le texte. Je suis en charge donc de la partie industrialisation, c'est-à-dire définir des méthodes et outils pour pouvoir concevoir des systèmes industriels au niveau général en architecture, jusqu'à faire le lien avec la connectivité shop floor en exécution, et plein d'autres choses dont on reviendra après dans le détail. Quelque part, je suis un petit peu un dinosaure. J'ai un passif digital sur mes premières expériences en simulation numérique avancée sur les produits il y a une bonne vingtaine d'années, mais après je suis parti faire beaucoup de production, suivi de développement programme. Du coup, je me fais une petite cure de jouvence, donc là, il faut que vous m'aidiez à me remettre un petit peu à niveau lors de l'échange. Après, ma mission officielle aujourd'hui, c'est de donner quelques exemples sur justement la thématique du débat.
sur l'aspect par exemple productivité, avec la perspective Airbus comme un gros groupe. Mais en fait, ma vraie mission, c'est que je représente un énorme mastodonte, là, un mammouth qui a un peu du mal à se bouger, à se secouer, qui a du mal à être ouvert et réactif. Donc j'attends à me faire un petit peu secouer pendant le débat avec cette perspective-là. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Jérémy Pedros. Oui, bonjour à tous, merci. Donc Jérémy Pedros, j'interviens à 2 titres dans cette conférence. En premier lieu, je suis responsable d'activité dans une entreprise qui s'appelle l'AT6 du groupe ADF. Donc l'AT6, on intègre et on conçoit et on intègre des solutions industrielles pour nos clients. Donc des solutions industrielles au sens large, ça peut être des lignes automatisées d'assemblage d'avions, ça peut être des lignes robotisées d'assemblage de sous-ensembles de véhicules automobiles ou des outillages, des bandes de test. Donc on a une activité assez vaste dans l'industrialisation des procédés et en particulier, je dirige l'activité qui est en charge de tout ce qui est robotisation et machines spéciales au sein de la T6. Donc très en lien avec la thématique forcément usine 4.0, industrie du futur qui fait le quotidien de nos projets, de nos développements. Et à 2e titre, je suis aussi vice-président du cluster Robotics Place. Donc le cluster Robotics Place, c'est le cluster de l'Occitanie qui réunit aujourd'hui 120 membres, 120 entreprises institutionnelles représentant de différents horizons autour de la thématique de la robotique. Alors on a au sein du cluster des intégrateurs de solutions, comme peut l'être la T6 ou Saint-Éloi Mécanique Outillage, RPO, des offreurs de solutions globalisées, et aussi des partenaires qui sont des fournisseurs de solutions techniques, des institutionnels comme les centres de formation ou les écoles, et bien sûr la région qui nous supporte dans nos développements. Donc si vous ne connaissez pas Robotics Place, je vous invite à vous renseigner, à nous rejoindre. On a une vraie dynamique de collaboration avec l'objectif de créer des passerelles entre les entreprises, créer des liens, de la communication pour projeter, je dirais, ensemble nos solutions vers l'Occitanie et puis au-delà, en France et dans le monde. Voilà. Merci bien pour ces explications et ta présentation. Et pour terminer, Christian, si tu peux nous en dire un peu plus sur ton profil. Oui, bonjour, Christian Assier. Donc moi je travaille chez Qorvo, donc Qorvo, société de semi-conducteurs. Donc je suis ici dans le cadre donc, de l'industrie 4.0 et de vous montrer en quoi donc, le semi-conducteur peut offrir des technologies pour faciliter le déploiement de l'industrialisation et de la digitalisation dans l'industrie. Merci à vous 5 pour cette présentation brève. Alors, on en a parlé tout à l'heure pour ceux qui étaient à la table ronde précédente. On a abordé le sujet de la relocalisation. On a vécu ces dernières années certaines crises. On a l'impression qu'on va de crise en crise. Aujourd'hui, l'industrie fait face à plusieurs enjeux, que ce soit par rapport au recrutement, par rapport à l'aéronautique, aux montées en cadence, à l'accélération dans d'autres domaines de la robotisation et de la digitalisation. Comment la France, quels sont les atouts de la France et peut-être plus localement de l'Occitanie pour passer ce cap technologique et pour attirer des nouvelles entreprises ou en tout cas pour amener les entreprises à se relocaliser dans notre région ou notre pays? Est-ce que certains d'entre vous ont des éléments à nous partager? Je veux bien prendre la parole, oui. Effectivement, alors vous parliez de crise, de succession de crises, mais je pense que la notion de crise, elle devient presque notre quotidien. Hein. Bientôt, la crise, elle sera peut-être permanente. Et je pense que l'enjeu, c'est effectivement qu'on s'adapte à ces difficultés, à ces problématiques, et qu'on fasse finalement évoluer nos modèles industriels, économiques, sociaux, écologiques, bien sûr, autour de ces nouveaux paradigmes qui nous touchent personnellement et dans nos modèles d'organisation. Évidemment, actuellement, on vit une instabilité géopolitique globale qui nous invite à sécuriser forcément nos lignes d'approvisionnement, nos productions. Et on vit un phénomène, alors c'est bien sûr pas vrai dans tous les secteurs d'activité, mais on vit un phénomène chez certains de nos clients qui vont à contre-courant de ce qu'on a pu vivre depuis les années 80 avec des orientations de délocalisation en pays low cost et plutôt un retour de certaines productions, de certaines phases dans nos pays à un modèle social, économique, écologique plus raisonné et surtout plus proche des lieux d'utilisation et de nos clients. Donc cet enjeu de sécurisation, il est très présent dans les choix stratégiques de certains de nos clients. Et évidemment, avec ce choix de relocalisation, on va aussi toucher
les enjeux écologiques, d'économie d'énergie, de transport, qui sont un des éléments clés, je dirais, lorsqu'on délocalise de coûts écologiques en termes de transport. Donc ces approches-là, elles existent aujourd'hui, elles sont projetées par nos clients dans leur projection d'investissement à moyen et long terme. La force de nos pays, c'est notre niveau en termes de technologie. On a en France, en Europe et dans nos pays déjà éprouvé, développé des outils digitaux, technologiques, robotisés, mais qui sont finalement des éléments clés dans le retour de ces productions. On ne peut pas imaginer produire en Europe tel qu'on peut produire en pays low cost, évidemment. On a besoin d'élever nos outils en termes d'automatisation, avec des niveaux de qualification des personnes qui vont exploiter, utiliser, concevoir ces outils qui seront plus élevés que ce qu'on peut vivre par ailleurs. Donc cet enjeu, il est majeur. On se structure, et pour parler en particulier de la France, on a une fédération française de robotique qui s'est structurée, qui réunit aujourd'hui l'ensemble des clusters sur les différentes régions et les différents territoires, et on coordonne ces activités pour être plus forts ensemble et développer des solutions globales autour de la robotisation et de l'amélioration de l'outil de production. Merci pour ce témoignage. Est-ce que, Yann, vous souhaitez rajouter quelque chose, quelques éléments par rapport à ce témoignage plus orienté peut-être robotique, et chez vous, Airbus, comment c'est vu et vécu? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Alors, je pourrais parler très longtemps, donc je vais vraiment être extrêmement succinct. Clairement, la robotique est un des enjeux de ce qu'on déploie chez Airbus. Pour être meilleur en termes de qualité, en termes de productivité, et chercher finalement à trouver le bon emplacement pour faire le bon élément. J'y reviendrai peut-être dans la question suivante, quelque part, sur cette problématique-là. Après, sur ce point de vue de la robotique, je vais insister sur un point. En tout cas, dans nos métiers, dans nos technologies, robotique, c'est peut-être un terme dépassé. C'est-à-dire que l'opérateur, notre col bleu, celui qui a le savoir, qui a le savoir-faire, que ce soit sur une machine-outil, sur un processus d'intégration, doit forcément être dans la boucle. Pour le suivi qualité, pour le contrôle, pour la réactivité aussi. Et on est plutôt dans la cobotique souvent que dans la robotique. Alors c'est complètement, c'est pas noir ou blanc, c'est gris forcément. Il y a des cellules d'assemblage où on a des robots qui font des coutures de fuselage de manière complètement automatisée, avec juste une surveillance visuelle. Mais on est sur beaucoup d'autres métiers, finalement dans le partenariat en fait robot-homme, et donc on parle de cobotique plutôt. Et ça, c'est des technologies sur lesquelles on travaille énormément à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça du coup génère une réaction. Je veux bien, effectivement, on est tout à fait dans cette ligne-là, et on a des sujets en ce moment même chez la T6 dans notre atelier autour de la cobotique, et pour Airbus en particulier. Donc c'est des sujets qui sont très, très ambitieux. Et au-delà de ce lien entre finalement le travail de l'homme et du robot, qui est essentiel aujourd'hui dans la projection, on a peut-être un nouveau mode de fonctionnement à établir vis-à-vis des compagnons, des ouvriers, voire même des artisans. Je parle du geste de production, avec peut-être, grâce à la cobotique, une approche qui pourrait redonner le pouvoir de l'ouvrier sur son outil de production. Aujourd'hui, la difficulté de la robotique vis-à-vis des compagnons, c'est que c'est un outil pensé par des ingénieurs, réalisé par des ingénieurs, et on a parfois des approches, où d'ailleurs on le voit, où les robots ils sont enfermés dans des cages, ils sont isolés finalement de l'homme, et peut-être des outils qui ont du mal à être appréhendés par l'ensemble des utilisateurs. Pourtant, ces utilisateurs, chez eux, quand ils rentrent le soir, ils ont un iPhone, ils ont des applications hyper modernes, hyper connectées. Donc il n'y a pas de problématique de frein technologique aujourd'hui. On est capable de rendre le robot, par cet aspect cobotique, plus proche de celui qui fait. Donc cette approche-là, je pense qu'elle a un vrai intérêt dans la projection de se réaccaparer l'outil de production au plus proche du terrain, de redevenir un outil pratique. Et finalement, de faire en sorte que l'humain puisse continuer à interagir, même plus interagir avec les robots à travers les cobots, plutôt que d'être d'un côté ou de l'autre de l'usine de manière séparée pour des questions sécuritaires et aussi d'innovation dans la robotique qui est devenue une cobotique. C'est bien ça, hein? C'est déjà le cas, ouais, tout à fait. Merci bien. Est-ce que ces enjeux de robotique et de digitalisation sont compatibles avec l'aspect environnemental et les enjeux environnementaux de sobriété énergétique qui nous attendent là dans les prochains mois, mais à plus long terme dans les prochaines années? Est-ce que finalement c'est un atout, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va peut-être être plus énergivore et compliqué à gérer?
peut peut-être donner un élément, en tout cas, avec la perspective d'un grand groupe. La réponse, c'est oui. Je veux l'illustrer par 2 exemples, alors qu'ils sont peut-être un petit peu loin de la robotique, ils sont plutôt sur la conception et la définition d'un système industriel. Le premier exemple, c'est qu'en fait, on est en train de se doter de moyens de simulation. Alors, je ne veux surtout pas vous embêter avec des noms de plateformes, là, parce que sinon, je vais avoir des gens qui auront des yeux comme des soucoupes, mais on se dote d'outils de simulation assez avancés, d'accord, qui permettent de faire des choix assez poussés sur, je prends un exemple, comment je rassemble mes usines et mes investissements productifs en fonction des empreintes environnementales. D'accord ? Est-ce que je vais vers ce qu'on appelle une méga-usine, une méga-factory, où je vais rassembler à un seul endroit de la planète ou à quelques endroits de la planète l'ensemble de la chaîne de valeur, des pièces élémentaires jusqu'à une chaîne d'assemblage finale qui fait un avion ? Donc là, du coup, j'aurai localement une empreinte carbone ultra faible, plus de transport. Par contre, je vais investir des sommes monumentales, je vais couler des milliards de tonnes de béton, je vais produire des tonnes d'acier pour faire ce système-là. Et à l'opposé, j'ai à l'heure actuelle un système avec des fournisseurs qui sont partout dans le monde. Pour Airbus, il n'y a pas de retour en arrière, ce n'est pas possible. On a des fournisseurs partout, et est-ce qu'il ne faut pas avoir quelque chose de distribué ? Donc le digital, ça nous permet d'avoir des solutions avancées qui permettent vraiment de pondérer tout ça avec des critères de choix. Après, le critère de choix final, il va être de responsabilité, on va dire, sociétale de l'entreprise, mais on sait faire ça, et ça, on ne savait pas le faire il y a quelques années. Je remets une couche. À l'heure actuelle, les gens qui manipulent ce genre de données-là vont sur des métiers différents. Avant, quand on concevait une usine, honnêtement, c'était un chef de production avec beaucoup d'expérience, un responsable de préparation industrielle. Il se mettait sur un coin de table, et je ne parle pas d'il y a très longtemps. Feuille Excel, vous savez, Excel, l'outil d'il y a 20 ans. Là. Et puis hop, de calcul, et allez, l'usine, elle va être comme ça, on y va. Et puis après, on commençait presque à couler des dalles. Là maintenant, en fait, on a besoin d'analystes qui sont capables de comparer des données, d'analystes qui ont fait des centaines de millions de calculs, qui sortent des zones un peu grises avec des choix et des optimums. Et il faut aller chercher la décision là-dedans. Et ça, c'est des métiers qui restent à créer. Premier exemple. Deuxième exemple, et après je passerai la main à quelqu'un d'autre, on a des outils qui nous permettent d'avoir, de manière extrêmement structurée, la trace complète, on va dire, environnementale, d'accord, de la production d'une pièce. Donc c'est basé sur la norme ISO 14040, 41, 42, 43. Je vous embête pour les références, mais ça peut vous servir éventuellement. Et on sait, en fait, tracer l'impact au niveau... rejet d'émissions de tous les gaz possibles et inimaginables, consommation des ressources, eau, etc., etc. On sait le tracer, on a des grilles de choix. Et après, encore une fois, on peut dire, maintenant je connais au moins tous les éléments d'impact environnemental, écologique, même santé humaine, de mon choix technologique. Bon, après, reste encore une fois le mécanisme de prise de décision. Et là, on a un rôle sociétal important. Donc la réponse, c'est oui. Le digital peut nous aider là-dessus. Très bien, merci pour ce retour. Christian, est-ce que vous auriez des éléments à nous faire part aujourd'hui sur cette thématique ? Alors, nous, en termes de semi-conducteurs, donc comme je dis, on est dans la chaîne, au début de la chaîne de valeur, typiquement. Notre but, c'est de développer des technologies qui vont être reprises par les gens qui vont développer donc, ces robots, ces machines, ces entreprises. Donc notre but étant de mettre des technologies abordables. Et aujourd'hui, principalement donc, sur le thème de l'industrie 4.0, c'est essentiellement de parler de localisation, donc de mesure de distance, de localisation d'équipement. Et quand on connaît la mesure de distance, on peut aussi parler de sécurité. Quand on parle d'interaction homme-machine, donc il y a l'aspect interaction pour la piloter, par exemple. Je suis près d'une machine, donc je pilote cette machine et pas une autre, donc je connais la distance exacte, mais aussi faire fonctionner l'humain au milieu donc, de machines autonomes ou à moitié autonomes, etc. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et c'est une technologie donc, qui permet de faire ça, qui n'existait pas il y a quelques années. Et donc, notre but, c'est de continuer à développer ces technologies qui vont être incluses dans toutes ces machines dans le futur et donc de continuer à permettre la digitalisation et donc l'intégration de technos de plus en plus performantes. Oui. Je me permets juste de rebondir là-dessus parce que effectivement, on a souvent tendance à dire que la digitalisation, c'est un peu l'inverse de ce qu'on aimerait pour l'environnement. Enfin, on a tendance à dire que ça pollue énormément puisqu'on crée des fermes de données qui sont gigantesques et qui consomment énormément. Mais on peut aussi, nous c'est ce qu'on fait et ce qu'on va faire avec Paddock et avec notre usine école, on peut aussi utiliser cette digitalisation pour superviser en fait, et contrôler et maîtriser tout ce qu'on consomme.
en interconnectant nos machines entre elles et pouvoir tout gérer d'un seul et même bloc et donc maîtriser beaucoup mieux nos consommations et donc essayer de polluer au minimum. Déjà, savoir d'où on part pour savoir où on va. Ça va nous aider à ça déjà, dans un premier temps. Merci. Alors, tous ces projets de digitalisation, de robotique ou cobotique, il faut les financer. Et c'est là, si je ne me trompe pas, que intervient FRS Consulting. C'est là où on intervient. Et effectivement, le regard qu'on a sur l'industrie du futur, c'est que depuis plusieurs années maintenant, des dispositifs de financement existent pour justement cofinancer ces projets-là, la plupart du temps pour financer de l'innovation ou de la R&D. Et sur les caractéristiques en général de ces projets-là montrent qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants. On a des startups qui développent des nouvelles technos, on a des grands groupes qui vont les utiliser, les intégrer dans leurs applicatifs. Et donc, l'important, le message en tout cas que je veux faire passer ici, c'est que toutes ces typologies de structures peuvent prétendre à des aides. Bien souvent, je rencontre des personnes, des entreprises qui me disent nous, on est trop gros, on n'a pas droit aux subventions, ou au mieux, on a droit à des prêts. Alors, c'est faux, hein, il y a des dispositifs qui existent pour toutes les typologies de structures. Évidemment, il faut pouvoir les trouver et les adresser au bon moment. Et en tout cas, on parlait de relocalisation tout à l'heure, des dispositifs ont été mis en place depuis un certain temps, même depuis début 2010. Si on prend typiquement un outil très connu qui est le crédit d'impôt recherche, où ils ont mis l'accent sur certains indicateurs de ce crédit d'impôt recherche sur le fait de pouvoir valoriser des outils de R&D qui peuvent être des nouvelles usines par exemple, de pouvoir valoriser une partie de ces équipements-là dans le crédit d'impôt recherche, qui peut représenter des sommes assez importantes. Et puis, depuis 2015-2016, on a des dispositifs vraiment ciblés industrie du futur pour justement que ces nouvelles technologies qui parfois restent soit dans les laboratoires ou soit des startups qui ont du mal à les vendre, puissent justement s'associer avec des sociétés qui vont être plus importantes ou qui vont avoir des cas d'usage vraiment adaptés. On va avoir ces dispositifs-là qui vont servir justement à ces lancements de produits. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on a des métiers, on a des projets pluridisciplinaires et donc il faut arriver à assembler toutes ces compétences ensemble pour monter les projets. Et une fois que ça s'est fait, il faut vraiment regarder où sont les dispositifs, quels sont les dispositifs qui existent. Et on en trouve au niveau même régional, national et européen également, à différents niveaux et taux de financement. Donc c'est là où on rentre dans la jungle, comme on appelle la jungle des financements. Et donc d'identifier le bon et de se préparer le plus en amont pour pouvoir candidater avec un dossier solide. Voilà, ce ne sont pas des dossiers qui se préparent en 2 semaines, bien évidemment. Une fois le financement trouvé, la solution digitale identifiée, il y a Paddock qui peut être là pour accélérer, si j'ai bien compris, ce type de projet. Alors c'est un peu plus compliqué que seulement accélérer, mais l'idée en fait c'est d'aider les entreprises dans leur recherche de solutions. Et notamment, en fait, comme on le disait, juste à la suite d'un investissement, il faut que le projet continue à tourner. Et c'est là où Paddock, avec le lien très fort qu'il a, parce qu'il est placé au cœur de la MFJA, donc c'est la maison de la formation Jacqueline Auriol, à Montaudran, et au cœur du campus, de l'Innovation Campus. Et donc c'est grâce à ça qu'en fait, derrière, on peut participer aussi à la montée en compétences du personnel. Une fois que la solution est trouvée, il faut que le personnel continue à travailler, et donc c'est là où on participe à cette montée en compétences justement via la MFJA, la maison de la formation Jacqueline Auriol. Du coup. Alors justement, vous parlez de montée en compétences. Ces nouvelles technologies et cet aspect digital nécessitent de nouvelles compétences et un certain temps d'adaptation. Comment on peut l'appréhender dans nos métiers, dans nos industries qui du coup se dépoussièrent avec ces nouvelles technologies et ces nouveaux outils? Est-ce un enjeu crucial aussi pour attirer de nouveaux talents, puisqu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui se retirent de l'industrie? Est-ce que c'est une solution pour les garder et les faire monter en compétences? Et comment on peut les faire monter en compétences, nous, en tant qu'industriels? Alors, je m'adresse à vous trois essentiellement, Christian, et Yann et Jérémy, mais est-ce que vous auriez un témoignage là-dessus à partager? Oui, je veux bien parler. Donc, c'est effectivement l'industrie 4.0, l'usine du futur, la robotique, c'est des métiers de passion.
C'est des métiers qui font envie. Et c'est vrai que de parler de ces métiers, de ce qu'on vit dans ces approches techniques, moi je l'ai vécu avec passion depuis le début de ma carrière. Et quand j'en parle avec des jeunes qui sont aujourd'hui même au collège ou même plus tard en école d'ingénieur, etc., on voit que ce sont des métiers qui attirent par cet aspect passionnant de la technologie. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je pense que nos générations futures, elles ont besoin de se projeter autour de métiers qui vont peut-être reprendre du sens. Et ce métier de l'industrie qui voit ces nouveaux outils apparaître, j'en parlais tout à l'heure avec cette notion d'interaction entre les outils de production et l'homme, à grande tâche, évidemment, ça peut, je pense que le bon mot, c'est redonner du sens. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Alors on l'accompagne avec, bien sûr, nos partenaires, la MFGA, les universités, les écoles d'ingénieurs. Au sein de Robotics Place, toutes ces structures sont présentes, sont impliquées. Et de redonner ce sens au travers d'accueil de jeunes en stage, en période d'alternance dans nos entreprises, pour les projeter dans ce monde très réel qu'est l'industrie 4.0. On parle d'industrie du futur, mais le propre du futur, c'est que ça n'existe jamais. Donc là, on est bien dans le présent avec une approche très pragmatique et un besoin de redonner de la passion et du sens à ces métiers-là. Peut-être pour compléter, Christian. Oui. Simplement, donc, nous, la société Corvo sur Toulouse, on a beaucoup embauché afin donc, de pouvoir développer et déployer cette technologie donc, qui s'appelle Ultra Wideband de localisation. Ce qu'il faut voir, c'est que plus une technologie est facile à utiliser pour un utilisateur final, plus elle est compliquée à développer. Donc en termes d'engineering, il y a beaucoup plus d'engineering et de compétences à avoir, notamment de plus en plus l'utilisation de l'intelligence artificielle, que l'on va retrouver tout simplement bêtement, si je parle donc de géolocalisation. Géolocalisation, c'est la mesure à partir de 3 points, on peut faire l'intersection. Donc ça semble assez stupide à faire, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui passent des années avant d'avoir un algorithme qui est fonctionnel, qui est robuste dans l'industrie, dans tous les niveaux. Donc en fait, la montée en compétences et en complexité de la technologie va attirer des nouveaux talents. De notre côté, nous, on utilise des gens qui font de la radio, des gens qui vont faire de l'intelligence artificielle, qui font du traitement de signal, etc. Donc, ces composants qui ont l'air basiques, qui sont simples, les composants électroniques, ça vaut quelques euros, mais derrière, il y a beaucoup d'engineering. Et ça, vous le constatez également chez vous, Airbus, dans vos projets de digitaux ? Il va falloir me cadrer d'un point de vue temps, parce que sinon je vais faire une thèse sur le dossier. Donc, j'ai participé à une thèse en sociologie à Saint-Nazaire déjà sur le sujet un petit peu. Je vais essayer d'être super efficace dans mon intervention. Il y a 2 points. Il y a un premier point, on l'a dit, dépoussiérer. Moi, je parlais de secouer les puces, d'accord ? Jérémy t'a cité un exemple qui était très frappant. Première partie du secouage de puces ou du dépoussiérage. Nos cols bleus, nos opérateurs, parfois ils ont 20 ans, 25 ans, ou parfois ils en ont 50, mais en fait ils ont tous un smartphone. Et quand on leur demande de reprendre une grosse visseuse et puis après d'aller chercher un tirage papier, de faire une petite croix, j'ai bien utilisé le couple de torquage, ils ont les yeux, ils disent attendez, moi mon smartphone il me permet de communiquer avec l'autre bout de la planète, etc. Et il y a une appétence, il y a une envie des gens de vouloir monter en compétences et une transformation des métiers, parce qu'il restera le geste technique. Quelqu'un qui sait faire une soudure correctement, c'est quelqu'un qui sait faire une soudure correctement. Par contre, derrière, après, il y a vraiment le fait d'être acteur de son amélioration continue, d'être plus dans un métier qui s'élève, quoi. Et après, on parle du retour géographique et de ce que ça veut dire en termes de formation. Donc nous, on a un travail, nous, Airbus, mais tous les acteurs de la filière, de monter en compétence de nos gens. Et là, il n'y a qu'une seule méthode, c'est faire des projets, aller à Paddock, se lancer, et là on a quand même fait pas mal d'efforts côté Airbus, mais on est encore très loin du compte, se lancer sur des projets où on développe, où on essaye, on se plante, mais on met les gens dans la boucle. Et puis honnêtement, là je vous parle de Colbeux, mais je vous parlais aussi des vieux de la vieille qui conçoivent des outils industriels, j'en ai parlé avant. Je peux vous garantir que quand on les met devant une plateforme type Dassault 3DX, Cameo, avec de l'optimisation multidisciplinaire, ils ont les yeux qui s'ouvrent comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Moi, j'ai l'habitude de mon petit coup de crayon et de mon fichier Excel. Donc là, il faut dépoussiérer, il faut former, il faut mettre devant le fait accompli. Tu vas me concevoir ce système-là avec cette techno-là. À la limite, on le fait en parallèle, tu le fais à ta mode papier et puis tu vas utiliser ton outil. Donc petit 1, c'est secouer les puces, dépoussiérer de la boîte. Et deuxièmement, c'est attirer.
Et attirer, c'est encore une fois à travers les organismes de formation, à travers aussi chercher des gens qui ont des points de vue complètement différents. Donc nous, on essaie de récupérer des gens qui viennent de l'automobile, qui viennent de la recherche, qui ont ou parfois même de la com, de la télécom, pour essayer d'avoir une vision un peu plus fraîche sur le mammouth. Donc ces deux axes-là, et donc là, perche tendue, alors forcément à Paddock et à tous les institutionnels, mais aussi au tissu d'école qu'on a en local, enfin, mettez le paquet sur le changement de paradigme sur les métiers de demain, quoi, hein. Data analyst, alors j'enfonce des portes ouvertes, vous le savez tous, mais c'est analyse de la donnée, et j'insiste là-dessus, excusez-moi, je suis lourd, mais c'est pas juste analyse de la donnée, il faut avoir un savoir métier. Parce qu'un analyste de la donnée qui se proclame comme tel et qui ne sait pas ce que c'est un système industriel ou une aile ou un fuselage, enfin excusez-moi, mais ça ne va pas m'amener grand-chose, quoi. Alors on peut le former, on peut le mettre sur une chaîne de production pendant 2-3 ans, tant qu'il met du cambouis sous les ongles, je peux vous garantir que ça change la vie, et après il peut revenir. Mais il faut absolument avoir ces parcours-là. Donc on travaille dessus, mais on a besoin de tout le monde à l'extérieur aussi là-dessus. Donc bien appréhender le terrain pour mieux anticiper les projets digitaux et mieux prendre en compte les problématiques opérationnelles que vous rencontrez. Ça, c'est un enjeu pour vous. Comment, au niveau de Paddock, vous pouvez compléter cette réponse ? Justement, nous, en fait, pour préparer à la prise de poste, à la formation sur certaines tâches qui sont parfois compliquées, notamment... on a et on va avoir sur Paddock des espaces de réalité augmentée, par exemple, pour monter des pièces, ce qui permet en fait d'être assisté quand on ne sait pas le faire, et donc ça permet à tous de pouvoir faire des choses qui parfois sont compliquées, ou alors en réalité virtuelle aussi complètement, où là en fait on ne pratique pas mais on observe et on est dans le milieu, au cœur du milieu, ce qui permet de plus tard, quand on est vraiment en train de faire l'action, de savoir exactement où percer, par exemple, pour éviter de percer au mauvais endroit, ce qui peut être très problématique. Mais du coup en fait c'est grâce à ces technologies-là et à la digitalisation qu'on va pouvoir derrière se former mieux et être plus apte à certains postes à l'avenir. Alors justement, vous parlez de réalité virtuelle, qui me fait écho également aux solutions de jumeaux numériques, qui nous permettent de pouvoir mener des projets ou de revoir des lignes de production en tenant compte de l'environnement. Est-ce qu'il y a des projets concrets actuellement dans vos entreprises avec des jumeaux numériques ? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter ? Il faudra me couper le temps de parole là, donc à la limite. Donc alors, je vais très rapidement parler, puis ceux que ça intéresse, vous pouvez venir me voir après si vous voulez. Donc du côté de chez Airbus, c'est pas qu'une mode de jumeaux numériques à l'heure actuelle. On en développe 3 catégories. Un qui est je vais le dire en français, excusez-moi, ça va être difficile. Comme il est conçu, c'est-à-dire le produit tel qu'il est véritablement conçu avec ses non-qualités, d'accord. On a aussi le produit tel qu'il est opéré pour que les compagnies aériennes sachent exactement la configuration de ce qu'ils ont dans les mains et comment ils l'ont modifié eux-mêmes. Et après, celui qui m'intéresse au premier ordre, parce que c'est un peu pas mon bébé, mais c'est le bébé de ma famille, on va dire, c'est le jumeau numérique industriel. Donc on l'appelle Industrial Digital Twin. Alors, c'est une réalité. Alors, je vais vous passer les détails parce que sinon, vous allez tous vous endormir. Déjà, j'en vois qui dorment un petit peu. Mais concrètement, il y a une base de modélisation fonctionnelle, il y a une base de DMU, il y a une base de connexion avec le shop floor, il y a une base de connexion avec les opérateurs. On est en train de le tester pour de vrai sur des ateliers qui marchent. Les prochains ateliers d'assemblage final de l'A321 XLR seront équipés d'un certain nombre de solutions, sont conçus avec ces solutions-là. Donc là, on est en train de le faire pour de vrai. Alors bien entendu, vous allez dire Airbus, vous avez 20 ans de retard, Tesla, ça fait 15 ans qu'ils ont fait un jumeau numérique, etc. Oui et non, oui c'est vrai, mais la complexité qu'il y a derrière, elle est largement au-delà des outils. Juste envoyer une petite pique aux gens qui veulent voir la vie en rose et en simple, c'est pas parce que je vais, sans publicité aucune, je vais voir Dassault Systèmes ou Capgemini qui va me dire ouais, bah, c'est bon, ça existe, vous achetez ma plateforme, c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Parce qu'on a des processus qualité, on a des délégations des autorités de certification qui nous requièrent d'avoir un certain nombre de séquences dans la gestion des données. Et au-delà de la simple technologie, je prends un exemple, la connectivité shop floor, IoT, etc., ça vous paraît complètement trivial. Mais quand on veut l'intégrer proprement dans un système productif, avec un suivi qualité, une préparation, etc., c'est juste un enfer. Donc la démarche qu'on a chez Airbus, c'est de se personnaliser, de se customiser des plateformes pour pouvoir les intégrer et répondre à nos exigences de qualité et de certification, tout en faisant de ça une réalité. Alors, je ne vous mens pas, ce n'est pas encore intégré. On a 5 axes principaux, ils tournent tous, mais
Le Graal qu'on cherche, c'est l'intégration complète de la solution, en faisant la boucle de retour entre la modélisation théorique de ce qui est planifié en termes de production avec ce qui revient du shop floor, de l'atelier, d'accord ? Donc ça, on a des premiers exemples qui vont tourner, comme je vous disais, sur nos chaînes, et objectif de déploiement pour une opération complète, horizon 25-26. Voilà. Donc c'est proche. C'est un peu loin demain. en même temps. Merci pour cette expérience. Vous disiez aussi tout à l'heure, vous parliez de mammouth, de lourdeur pour ce type de projet. Est-ce que Paddock ou FRS ont vocation à mettre un peu de l'huile dans les rouages administratifs ou un devoir de conseil ou en tout cas d'orientation là-dessus pour pouvoir accélérer les innovations? Je sais pas si ça marche. Effectivement, notre rôle, ça va être justement de travailler sur de mettre les bonnes personnes en relation quand il y a des recherches de financement derrière, de trouver le bon laboratoire académique, par exemple, pour qu'il soit la caution scientifique et apporte toute l'expertise au projet. Et donc du coup, ça permet quand même de gagner du temps sur certaines phases amont, pour qu'ensuite, quand il y a la demande de financement et l'attribution, le projet peut être à la fois financé et tous les acteurs sont déjà autour de la table. Il y a déjà un plan de travail qui est déjà établi, des budgets, enfin tout le projet est déjà tracé. C'est ça aussi l'utilité de candidater à ces typologies d'aide, c'est que ça permet de cadrer avec un timing précis, vu que le dossier il est à rendre tel jour à telle heure et pas le lendemain. Et donc ça permet vraiment de mettre tout le monde en ordre de bataille. Et ça, on l'a vu plusieurs fois justement à l'issue de ces montages-là, où les acteurs nous disaient en fait, qu'on soit lauréat ou pas du projet, ça nous a permis en tout cas de nous mettre tous autour de la table, de parler stratégie, de parler long terme et de nous lever la tête un peu qu'on avait dans le guidon. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, entre guillemets, au-delà du financement pur et dur du guichet qui a été sollicité. Et ça se prépare, ça s'anticipe. Ça s'anticipe justement en préidentifiant tous les acteurs avec qui vous travaillez. Bon, ça, nous, on n'apprend pas le métier à nos clients, évidemment. Mais par contre, on va être là pour coordonner tous les acteurs, de passer tout ce temps-là, justement, de coordination, d'appeler chaque partenaire, qui est très, très chronophage, pour justement accélérer les choses et que tout se passe pour le mieux avant ces dépôts de dossiers. Très bien. Du côté de Paddock, qu'est-ce que vous conseillerez aux entreprises pour pouvoir accélérer dans leur innovation? Alors, qu'est-ce qu'on conseillerait? C'est un peu compliqué. Après, l'idée, c'est grâce à nos offreurs de solutions et aux solutions en fait, qu'on essaye de leur proposer, ça va leur permettre justement d'être plus rapides. Après, l'objectif, c'est pas non plus d'aller ultra vite. L'objectif, c'est de faire les choses correctement. Et donc, grâce à tous nos offreurs de solutions, on essaye de proposer des choses adaptées à leurs besoins et également de les guider et de les aider dans leur démarche de transformation digitale. D'accord, donc peut-être être facilitateur dans tout ce qui est administratif et pouvoir les emmener jusqu'au bout de leur projet. Peut-être pour terminer, je vois l'heure qui passe et on va garder quelques minutes de questions-réponses. J'ai envie de faire un dernier tour de table du coup pour vous donner le mot de la fin à chacun. Qu'est-ce qui pour vous serait une solution pour le futur de l'industrie? Quels seraient les conseils que vous aurez à donner pour pouvoir accélérer, en tout cas ici en Occitanie ou en France de manière plus générale, pour continuer à être à la pointe de la technologie? Et quelle serait pour vous votre vision de l'industrie du futur, en 2 mots? Alors, juste ce que je voulais dire, la raison pour laquelle donc, nous sommes là, donc nous on offre des briques technologiques, c'est surtout donc, mon but c'est d'arriver à montrer qu'avec des technologies qui paraissent basiques, donc mesure de position de gens indoor, qu'est-ce que l'on peut créer aujourd'hui, comment on peut innover pour faciliter l'industrie, pour faciliter l'interaction homme-machine et pour optimiser l'espace. Donc optimiser l'espace, optimiser le flot de production. Donc c'est surtout le but ici donc, de présenter cette technologie et d'essayer de donner envie à des innovateurs, à des start-upers peut-être de créer des machines qui n'existent pas aujourd'hui ou des systèmes qui n'existent pas grâce à ces technologies, qui sont innovantes, qui ne sont pas encore complètement déployées et dont on n'a pas complètement utilisé le potentiel. Donc c'est vraiment le but. Donc il y a encore beaucoup de choses à inventer.
pour le rendre fluide, pour l'adapter à l'industrie, donc l'adapter aux gens qui sont dedans. Et chaque milieu, que ce soit aéronautique, automobile, maison de santé, etc., sont tous différents. Donc le but, c'est vraiment là. Donc il y a encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à découvrir, à utiliser. Parce que c'est une technologie qui est nouvelle. Et donc on n'en a pas fait le tour encore, de la manière de l'utiliser. Donc encore plein d'opportunités qui s'offrent à nous dans tous ces secteurs. Exactement. Donc ceux qui ont des idées, le matin en se levant, sont les bienvenus. En conclusion, moi je pourrais parler de la notion de se connecter. Nos outils industriels aujourd'hui, ils sont faits d'une multitude de technologies, de savoir-faire, de compétences. On va trouver de la mécanique, bien sûr, de l'électricité, de l'automatisme, de la robotique, des systèmes de vision à programmer, des procédés, la soudure, le perçage, etc. Toutes ces compétences, il faut les coordonner, il faut les assembler, les intégrer pour créer un outil industriel performant. Et l'outil industriel performant, il passera par aller chercher les meilleures briques pour faire la meilleure bâtisse, la meilleure maison. Donc cette approche-là, elle nécessite forcément une connexion permanente entre nos entreprises et des projets collaboratifs et des développements communs. Aucune entreprise n'est capable de faire un outil industriel globalisé et performant seul. Donc on a besoin aujourd'hui, je pense, et c'est ce qui peut faire la différence, de s'interconnecter dans notre région, en France, en Europe, autour de ces approches, et dans le monde plus largement, mais autour de ces approches de technologie à assembler pour toucher une performance meilleure. Yann, pour compléter ? C'est pas juste parce que c'est Fantine, on va lui piquer toutes les idées, elle n'aura plus rien derrière. Moi j'ai de la chance parce qu'en fait, je complète ce qui a été dit jusque-là. Moi, je vois 3 axes. Le premier, c'est rester ouvert, du coup, pour pouvoir se connecter, d'accord ? C'est pas parce que vous êtes dans l'aéronautique, je prends mon exemple, qu'il ne se passe pas des choses extrêmement intéressantes dans le domaine du médical, du suivi qualité, par exemple, dans le domaine de l'automobile, forcément, etc., etc. Donc, premièrement, rester complètement ouvert et pas dans sa tour d'ivoire. Et je peux vous garantir qu'en tour d'ivoire, je m'y connais, c'est bon. Ensuite, deuxièmement, faut y aller. Parce que, de toute façon, la théorie, le papier, les calculs, c'est sympa, mais en fait, à partir du moment où moi je parle d'outils de production, par exemple, la simulation ne va jamais remplacer une vraie production. Donc il faut y aller avec les idées et se casser les dents. Et des cassages de dents, on en a eu quelques-uns, je pourrais vous donner des exemples. Donc il faut y aller, parce que sinon, de toute façon, on va rester dans le théorique, on ne va rien implémenter. Donc on prend les technos. Alors après, c'est un message qui vient d'une boîte de riches. Honnêtement, on a des volumes d'investissement qui sont indécents, même encore en période de crise, par rapport à ce qui est TPE, SME. J'en ai conscience et on essaie de faire au mieux. Alors c'est plus facile quand on a l'argent, mais il faut y aller. Sinon, c'est complètement pipeau. D'accord ? Et troisièmement, par contre, il faut garder sa vision de ce que c'est son métier, c'est quoi son savoir, c'est quoi ses contraintes, c'est quoi ses besoins. Parce que par contre, sinon, vous allez succomber à l'aspect un peu trendy, alors je le dis en anglais, à la mode, d'accord ? Wow, allez, je vais faire de l'IoT sur tel truc, je prends, j'achète, je mets, et puis après, ça ne se connecte pas, il n'y a pas de lien avec les procédés, et finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Et c'est en lien avec le deuxième point, c'est-à-dire qu'il faut y aller avec sa vision actuelle des procédés, ce qu'on veut réaliser, on teste, on se crache 3 fois sur 4, mais on a appris, d'accord ? Donc c'est très très important ça. Donc connaître le métier, rester ouvert, et puis après y aller. Merci. Oui, donc pour faire court, vu que le temps défile, donc en conclusion, donc je l'ai déjà dit, de se préparer, anticiper, c'est les maîtres mots. Ce que je voulais dire aussi, c'est donc il y a des aides qui existent pour tous les types d'entreprises. Donc après, il faut les trouver et trouver la bonne. Ça, c'est un autre sujet, évidemment. Et un petit point qu'on n'a pas eu trop le temps d'aborder, c'est les impacts environnementaux de tous ces projets-là. En tout cas, sachez que tous les financeurs mettent ce critère-là vraiment la plus haute position de plus en plus, et notamment depuis la rentrée où il y a vraiment, pour quasiment tous les appels, il y a vraiment ces critères-là qui sont mis en avant avec tout un tas de critères qu'il faut justifier. On n'est plus là à dire le numérique n'a pas un impact neutre ou un impact plus 1 ou plus 2 ou moins 1. Là, il faut vraiment argumenter avec des chiffres et du quantitatif pour prouver que le projet aura un impact à minima neutre ou bénéfique sur l'environnement. Donc c'était vraiment le dernier point que je voulais signifier aujourd'hui. Merci.
Et du coup, juste pour conclure très rapidement, on se demandait quelle allait être l'industrie donc du futur. Et nous, chez Paddock, c'est vrai qu'on l'imagine telle une usine ou une industrie 4.0, comme ça a été dit juste avant. Donc, c'est-à-dire automatisée, connectée et digitalisée. Et c'est justement en mettant en place ce type d'usine qu'on imagine notre industrie à l'avenir. Très bien, merci pour ces conclusions rapides et efficaces et ces échanges. Il nous reste donc quelques minutes pour les questions-réponses. Alors, il y en a peut-être dans la salle ou en ligne. N'hésitez pas à nous solliciter. Oui. Je reviens sur ta question tout à l'heure, comment accélérer les projets d'innovation dans les entreprises. Ça a été dit un petit peu par Fantine. D'abord, il faut s'informer de ce qu'il y a sur notre marché, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de technologies qui existent et qui peuvent répondre à la problématique. On peut aller voir Corvo si on a des problématiques de géolocalisation, il y a plein de choses comme ça. Et effectivement, si on ne trouve pas des solutions sur le marché, on peut aller demander à Paddock s'il y a des solutions. Ensuite, s'il n'y a pas de solution sur le marché, il faut aller voir des clusters, Space Valley, etc., Robotic Place, pour qu'ils nous mettent en contact avec des centres de recherche. Et en Occitanie, on a quand même beaucoup de centres de recherche qui travaillent là-dessus, T3T, l'INSA, etc. Et donc après, effectivement, il faut aller voir des centres de recherche. Alors, académiques, oui, mais il y a aussi des centres de recherche technologiques. En Occitanie, on a la chance d'avoir depuis 8 ans une plateforme régionale de transfert de recherche et de transfert technologique du CEATEC. Et ça, malheureusement, je pense qu'il y a la moitié de la salle qui ne le savent pas, mais le CEATEC, c'est un centre de recherche qui a la mission étatique de développer la technologie et de la transférer aux industriels, d'accélérer les industriels sur des thématiques. Et donc, il faut aller les voir, il faut faire de la recherche. Et heureusement, on est en France. Il y a plein de solutions pour nous accompagner dans le financement de tout cela. Et aujourd'hui, il y a plein de technologies. On parlait du jumeau numérique. Bien sûr, le jumeau numérique, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais aujourd'hui, on peut aussi la transférer à des industriels dans la logistique. On peut la transférer à des industriels qui n'ont pas beaucoup de moyens, des PME aussi qui parfois n'ont pas les moyens. C'est des technologies qui sont maintenant tellement matures qui peuvent s'adresser à des technologies, des PME, des TPE, voire des économies en territoire. Alors, merci pour ce témoignage. Alors, le problème, c'est que pour les personnes qui sont en ligne, n'ont peut-être pas entendu toute ton intervention. Si je peux résumer en quelques mots ce que tu as dit, c'est en effet, quand on n'a pas de solution, en tout cas, ou qu'on n'a pas les contacts pour les solutions, on a en effet tout un réseau en effet d'académies, d'écoles, de centres de recherche. Et tu parlais du CEATEC, en effet, qui existe aussi. Pour pouvoir nous aider à identifier la bonne solution en fonction de nos problématiques. Voilà, pour faire simple, c'était donc du coup pas une question, mais plutôt une intervention, un complément que, en effet, on ne connaissait peut-être pas tous. Christian ? Juste un point pour rebondir là-dessus. Localement, nous, sur Toulouse, on travaille avec un laboratoire de l'IRIT, donc qui est situé à Blagnac, et donc qui fait de la recherche sur ces technologies-là et qui peuvent non simplement, évidemment, ont pour but de former des étudiants, mais ont pour vocation aussi de travailler avec des industriels, soit de former des industriels sur la technologie, soit de développer des algorithmes pour eux. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Oui ? Oh, je vais la répéter. Pour les gens qui sont en ligne de toute façon. Alors la question est de savoir quel est le profil des jeunes recherchés pour ces métiers. Oui, profil nouveau talent pour ces solutions digitales et technologiques. Quels sont les profils de personnes qu'on recherche ? C'est typiquement des gens qui connaissent la communication sans fil, donc la radio, l'intelligence artificielle pour tout ce qui est algorithme de positionnement et la recherche. Parce que le positionnement est super simple. La plupart, vous faites ça avec une lampe ou avec un feu. Je regarde 3 feux ou 3 lampes. Je fais l'intersection entre les 3 points. Ça, c'est basique. Dans l'industrie, avec des étagères métalliques de partout et des réflexions, ça ne marche pas comme ça.
il y a un aspect montée en compétences qu'on a abordé tout à l'heure. Ensuite, pour les gens qui sont déjà dans ce monde de l'industrie et qui connaissent entre guillemets de plein fouet ces innovations qui vont très vite se développer, il y a un accompagnement, montée des compétences à faire, et donc certainement aussi accompagner l'école bleue pour Airbus, mais aussi tous les métiers qui vont être petit à petit concernés par ces nouvelles technologies. On a effectivement besoin dans ces métiers d'une approche très spécialisée sur l'informatique, sur le numérique en général, la gestion des données. Mais je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'approche, il y a aussi du pragmatisme de la matière, des données procédées, des éléments très, très physiques finalement. Et l'enjeu aussi dans les profils, les nouveaux talents qu'on recherche, c'est d'avoir des personnes qui sont certes très spécialisées dans leur outil, leur métier, cœur, mais qui gardent une ouverture sur ce que c'est qu'un flux, qu'est-ce que c'est qu'une température, qu'est-ce que c'est qu'une résistance d'un matériau, une approche un peu plus globale, un peu universaliste dans la technologie, pour éviter d'être cantonné sur un segment d'expertise majeure en faisant abstraction de tout le reste. Donc c'est ce type de profil-là qui donne une capacité d'interconnecter les métiers et puis d'être plus fort ensemble dans un mode projet où, évidemment, on fait cohabiter plein de savoir-faire et plein de techno. Donc cette notion d'ouverture, je pense que c'est une qualité particulièrement recherchée chez nous. Merci. D'autres questions peut-être en ligne ou dans la salle? Pas en ligne en tout cas, dans la salle peut-être? Non? Si? Quels sont les critères d'évaluation de ces innovations? Quelles sont les métriques qui reviennent, surtout de la part des sponsors en général business pour l'industrie, pour aller un peu au-delà de l'aspect technologie, d'intégration technologie et tout ça. Aujourd'hui, en 2022, c'est quoi les principales métriques pour faire de la digitalisation de l'industrie 4.0? Donc la question est, quels sont les principaux critères pour faire pour pouvoir développer des nouvelles technologies? Quels sont les critères à prendre en compte? C'est ça? Oui, comment on les évalue? Le bénéfice attendu. Oui. En termes chiffrés, si c'est possible. Donc bénéfice attendu et en termes chiffrés et différents critères pour les évaluer. Critères d'évaluation du retour sur investissement. D'accord. Donc et d'évaluation sur le ROI. Qui peut répondre à ça? Alors désolé, je vais remobiliser le temps de parole. Alors, c'est un peu mon boulot, donc ça, je peux en parler. D'abord, il y a une notion, avant d'aller chercher tout de suite le métrique, l'indicateur, etc., il faut se garder une petite part pour y aller. Hein. Encore une fois, se casser les dents. Ça, c'est le premier point. Sinon, en fait, on va nulle part, hein, je peux vous le garantir. Si j'applique un rôle strictement gestion de projet au programme, moi, je ne donne pas un centime à quoi que ce soit ce qu'on est en train d'investir, enfin ce qu'on a commencé à investir il y a 2 ans. Ça, je vous le dis. Donc premièrement, il faut se garder une part d'innovation ouverte avec une idée, un concept. Après, derrière, ça va être très simple. Hein, et malheureusement, c'est la liste à l'après-vert. Alors, petit 1, d'abord, les critères de réduction d'empreinte carbone, d'impact environnemental. Donc j'ai cité des outils où on commence à vraiment chiffrer les choses. On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais aussi les empreintes de nos systèmes productifs. On le quantifie hein, en réduction d'impact carbone. Chez Airbus, nous, on a toute une feuille de route que vous trouvez partout, qui nous donne des objectifs chiffrés à 2030 sur la réduction d'émissions, etc., etc. Donc, 1. 2. Réduire les coûts d'investissement, donc les non-recurring costs, comme on dit en anglais, en fait, et surtout sur la part dérisking. Je vous donne un exemple très concret. Ça, c'est mon ancien boulot, en fait. Donc, j'ai fait une extension de l'usine d'Airbus à Saint-Nazaire et on s'est pris un demi-million d'euros de modifications parce qu'en fait, on avait une station qui rentrait dans un pilier, hein, parce qu'on n'avait justement pas fait l'analyse digitale. Vous prenez le temps d'utilisation d'un calculateur un peu bien câblé, il a quelques dizaines d'heures pour faire la vérification. Donc, quelques dizaines d'heures, autant d'ingénieurs à comparer aux demi-millions de modifications. Donc, réduction des coûts d'investissement et surtout sur la partie dérisking, entre guillemets, comme on dit en anglais. Ensuite, troisièmement, réduction des cycles de développement. Alors en tout cas, je parle pour l'aéronautique, mais ça va être vrai honnêtement dans pas mal de techno, hein, parce qu'en fait, après c'est juste les cycles qui ne sont pas les mêmes. Nous, on parle de 4, 5, 6 ans. Il y a des technos où on parle de 4, 5 semaines peut-être. Hein, mais en tout cas, cette réduction de cycle-là, parce que peut-être qu'elle ne se chiffre pas directement en coût d'investissement, mais elle a un impact sur la capacité à prendre le marché tout de suite. C'est le troisième. Et le quatrième, c'est la réduction. Alors pour une boîte qui fait de la production comme nous, mais ça peut être vrai aussi pour tout ce qui est
informatique, c'est réduction des coûts de production. D'accord ? Et là, ça a 2 étapes généralement. La première, c'est réduction des impacts directs de la non-qualité, des non-conformités. Donc ça, c'est des surcoûts qu'on se prend. Et là, encore une fois, on a des objectifs chiffrés. On peut parler de pourcentage de 10% par exemple, tout à fait de manière tangible. Hein. Et puis après, deuxièmement, ça c'est un peu mon dada aussi, c'est l'amélioration continue. Alors l'aéronautique, en tout cas française, est très en retard là-dessus. Les principes d'amélioration continue, de lean, comme on dit en anglais, qui sont très très à la pointe dans l'industrie automobile. Là, nous, on a 20 ans de retard, mais ça peut se chiffrer par des réductions de coûts extrêmement tangibles et concrètes. Donc c'est le catalogue standard. Je pense que j'ai répondu en enfonçant une porte ouverte, mais au moins c'est clair et c'est cadré. Alors, du côté d'Airbus, on est assez cadré à l'heure actuelle en termes de disruptif, hein, parce que si vous cherchez à l'heure actuelle, on n'a pas de produits en cours de développement. Hein. La plupart des produits qu'on a, et je parle pour tout le groupe, les hélicoptères ne font pas de véritables nouveaux programmes où ils vont s'appuyer sur un système industriel qui existe déjà. Les avions commerciaux, vous suivez l'actualité comme moi, on n'a pas de nouvel avion à part le zéro émission qui sera très artisanal avant une bonne dizaine d'années. Et du côté défense, on a un programme de drone, mais qui va être à la limite de l'artisanal. Donc on se focalise beaucoup là-dessus pour le disruptif. Et sinon, on est énormément dans l'incrémental. Et c'est d'autant plus compliqué, et en même temps, c'est un défi très intéressant. Et ça revient au changement des formations et des gens, parce qu'en fait, on se met dans des usines qui existent déjà, avec des opérateurs qui ont parfois 10, 15, 20 ans sur la ligne. Il faut qu'on fasse bouger tout ça. Donc en même temps, c'est passionnant, parce que du coup, c'est là que ça se passe, et c'est là on parle de dizaines de milliers de personnes, hein, quand on parle entre les préparateurs industriels, les opérateurs, etc. Mais c'est là que c'est le plus difficile. Parce que quelqu'un qui a le même procédé, pas que sur la ligne, hein, mais aussi sur la préparation industrielle, sur la conception depuis 10 ans, vous lui dites, voilà, l'application Tartemuche, le smartphone, moi je fais comme ça depuis 10 ans, tu peux m'apprendre mon métier là. Donc c'est très très intéressant et c'est un super défi. La gestion du changement. Très bien. Peut-être une autre question dans l'Assemblée ou en ligne pour conclure? Non? Si? Pour rebondir sur la question et puis sur la question de la dame qui est partie tout à l'heure. Oui. Effectivement, les grands groupes, ils ont une maturité en termes d'innovation qui est très intéressante déjà. Mais c'est vrai que les PME, ils recherchent le ROI. Après, on peut mettre en place des projets d'innovation avec des ROI très courts. Je transférais une technologie de système expert pour faire de l'excavation. Donc 9 fois sur 10, ils se trompaient, on a réussi à diminuer par 2. Donc en un esclavage, en 6 mois, ils ont eu un héros génial. Donc ils ont beaucoup apprécié. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut aussi comprendre, et pour rebondir avec la question de la tout à l'heure, c'est cette technocritique. Parce qu'aujourd'hui, on développe beaucoup de technologies pour gagner plus, pour briller, etc. Et en fait, on a aussi besoin de compétences de personnes qui ont un esprit critique par rapport au développement de l'innovation qu'on peut faire. Et ça, chez les jeunes, c'est quelque chose qui est... Enfin, chez moi, en tout cas, je suis jeune, c'est quand même de plus en plus compliqué à avoir. Il y a une conférence sur développer son esprit critique. C'est des choses peut-être dans les formations qu'il faut peut-être reprendre. Parce qu'il faut aussi c'est bien beau de développer la technologie, c'est dans un centre de recherche technologique, mais c'est bien beau de développer la technologie, mais il faut aussi avoir ce retour critique sur la planète, sur l'impact social de la technologie, sur tout ça. Et donc, c'est aussi un critère qu'il faut mettre en place, qu'on retrouve peut-être chez Airbus, mais qu'il faudrait généraliser. Et pas seulement suivre la mode et pouvoir faire preuve de pragmatisme et d'adaptabilité à l'opérationnel pour monter en compétence aussi toutes les personnes impliquées. Fantine, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, ou Julien? Bon, je me lance du coup. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que nous...
En fait, avec PADOC, on va essayer de proposer des formations adaptées aux demandes des entreprises pour monter en compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes. Et donc, ça peut tout à fait être un élément qu'on intègre à certaines de nos formations. Enfin, c'est tout à fait intéressant. De notre côté, effectivement, on voit aussi ces problématiques de compétences dans les dossiers de financement. Il faut toujours présenter l'équipe et la future équipe avec les recrutements, etc. Et on voit que dans certains cas, il y a des grosses difficultés à recruter les bons profils qui correspondent bien au projet qui va être déployé. Parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on va envoyer toutes les fusées de la Terre sur je ne sais quelle planète. Si en face, on n'a pas les compétences ou qu'on ne peut pas recruter les bonnes compétences, le financeur va recaler le dossier parce qu'il va estimer que tous les ingrédients ne sont pas là pour réussir, pour que le projet soit un succès. Donc cette problématique est très présente aussi, on le voit dans tous les métiers, surtout dans le numérique aujourd'hui. Bien, encore une fois, je pense qu'on peut applaudir et remercier nos 5 intervenants pour cette table ronde. Merci également à la Mêlée Numérique d'avoir mis en avant cette thématique et ces problématiques plus que jamais d'actualité. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus, d'avoir posé des questions. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, on reste à votre disposition quelques minutes pour continuer les échanges en off. Voilà. Bonne journée à tous. Merci.